Je m'appelle Laura. J'ai 34 ans, je suis mère célibataire, et j'ai appris à mes dépens que dans ma famille, le mot famille n'est qu'une autre façon de dire contrôle. Le soir du réveillon de Noël, j'étais dans le salon de mes parents, regardant mon fils s'approcher de la table des desserts dans son petit pull, les joues roses d'avoir couru partout dans la maison. Ma mère a pris la dernière part de pudding de Noël, l'a regardé droit dans les yeux, puis s'est tournée vers la pièce et a dit « Seule la famille a le droit de manger ». Elle a ri. Les enfants de ma sœur ont ricané, leurs assiettes déjà pleines d'une deuxième portion, et tout le monde s'est remis à discuter comme si l'on ne venait pas de dire à mon enfant qu'il n'était pas à sa place. Mon fils a dégluti, a forcé un sourire et a chuchoté qu'il n'avait pas faim de toute façon. J'ai vu ses yeux briller, et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé net. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié et je n'ai pas renversé la table. J'ai juste pris une grande inspiration, je me suis approchée et je lui ai dit de prendre son manteau. Alors que ma mère nous rappelait, demandant où nous allions, j'ai répondu que nous avions tout ce qu'il nous fallait à la maison, et j'ai fermé la porte sur l'odeur du dîner et le son de leur rire. Je pensais sincèrement que ce serait la pire partie de la soirée. Le lendemain matin, mon téléphone s'est éclairé avec 33 appels manqués de ma mère et un message vocal paniqué disant qu'ils étaient en train de tout bloquer, et que je devais la rappeler immédiatement. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, sentant des années de culpabilité et d'obligation s'évaporer enfin. Et quand j'ai fini par répondre, tout ce que j'ai dit a été « Chut, nous ne sommes pas de la famille ». Si vous avez déjà vu quelqu'un brandir le mot « famille » comme une arme plutôt que comme une promesse, restez avec moi, car cette part de dessert n'était que le début de la façon dont mes parents ont perdu leur argent, leur image et leurs 2 enfants. Ce soir-là, après avoir fermé la porte sur le Noël parfait de mes parents, je suis rentrée chez moi dans un silence tendu et colérique pendant que mon fils regardait par la fenêtre. Il s'appelle Noah. Il a 10 ans, et il continuait à tracer de petits cercles dans la buée sur la vitre, comme s'il essayait de ne pas pleurer. Quand nous sommes entrés dans notre petite maison de ville à Chicago, j'ai suspendu nos manteaux, j'ai forcé ma voix à paraître normale et je lui ai dit que nous allions préparer notre propre dessert. J'ai fait chauffer du lait, j'ai mélangé du cacao, j'ai mis le reste d'une bombe de crème chantilly et je lui ai tendu un mug de chocolat chaud pendant qu'il se pelotonnait sur le canapé. J'ai mis l'un de ces films de Noël ringards sur Netflix, le genre où tout le monde se pardonne des années de dégâts dans les 5 dernières minutes. À la moitié du film, Noah a dit « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» J'ai mis le film en pause et je me suis assise à côté de lui. « Non, ai-je dit. Tu as tout bien fait. Ce que ta grand-mère a dit ce soir était mal, pas toi. » Il a fixé son mug. Elle a dit « Seule la famille a droit au dessert. » Est-ce que nous ne sommes pas de la famille ? J'ai eu mal à la poitrine. Nous le sommes, lui ai-je dit. Et un jour, tu comprendras que partager un nom de famille ne donne à personne le droit de décider qui compte. Pour l'instant, j'ai juste besoin que tu saches que rien de tout cela n'est de ta faute. Il a hoché la tête, mais je voyais la façon dont il refoulait sa blessure, comme le font les enfants quand ils réalisent que les adultes ne vont pas arranger les choses. Quand il s'est enfin endormi sur le canapé, je l'ai porté jusqu'à son lit, je l'ai bordé, puis je me suis simplement assise dans le couloir, dans le noir. J'avais passé des années à avaler des moments comme celui-ci lorsqu'il m'était destiné. Voir mon fils se faire humilier a déclenché une réaction que je ne me connaissais plus. Le lendemain matin, mon réveil a sonné à 7 heures. Pendant quelques secondes, j'ai oublié la soirée. Puis j'ai pris mon téléphone et je l'ai vu, 33 appels manqués de maman et un nouveau message vocal. J'ai fait du café, j'ai écouté le message. Laura, tu dois me rappeler. Ils sont en train de tout bloquer. L'avocat dit que si nous ne faisons pas vite, nous pourrions perdre la maison et la retraite. Tu ne peux pas ignorer ça. Tu fais partie de cette famille, que ça te plaise ou non. C'était tout. Pas un seul mot sur Noah, sur le dessert ou sur la façon dont elle avait dit en face à mon fils qu'il n'était pas de la famille. Juste une panique pure concernant l'argent, les actifs et ce qu'elle entendait par « tout bloquer ». Je suis restée pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine et j'ai pensé à toutes les fois où mes parents avaient déguisé le contrôle en inquiétude. Après mon divorce, mon père m'avait suggéré de mettre son nom sur l'acte de propriété de chez moi, juste pour m'aider avec l'hypothèque, disait-il, pour que les choses soient plus simples pour la famille. Je lui avais dit non, et il avait agi comme si je l'avais personnellement attaqué. Depuis lors, l'argent et l'immobilier étaient ses armes favorites. Et nous y revoilà, sauf que cette fois, la chose qu'il semblait terrifié de perdre était liée à mon nom. Je n'ai pas rappelé ma mère. J'ai envoyé un SMS à la place, « Tu as été très clair hier soir, mon fils et moi ne sommes pas de la famille. Gère ta maison et ta retraite avec ton avocat. » Puis j'ai bloqué son numéro. Pas pour toujours. Juste assez longtemps pour arrêter le bourdonnement constant et entendre mes propres pensées.
Environ 1 heure plus tard, mon téléphone s'est éclairé avec un autre nom, Chris, mon frère aîné. Il n'appelait presque jamais, sauf si nos parents étaient dans la pièce. J'ai répondu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? A-t-il demandé. Maman disjoncte. Papa fait les 100 pas en parlant d'avocats et d'enfants ingrats. Je lui ai raconté ce qui s'était passé à la table des desserts et ce qu'elle avait dit à Noah. À l'autre bout du fil, il est resté silencieux. Je l'ai vu là, debout, a-t-il fini par dire. Je me suis dit que je réagissais de façon excessive, que maman était juste stressée. J'imagine que j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai laissé passer. Bien sûr qu'il l'avait fait. Chris a passé sa vie entière à arrondir les angles, à prétendre que leur pire moment n'était pas grave. Je ne te demande pas de les changer, ai-je dit. J'en ai juste fini de les laisser utiliser le mot « famille » comme un moyen de pression. Ils veulent mon nom sur leur papier, leur fiducie et leur maison. Mais ils ne sont même pas capables de donner une part de pudding à mon fils. Si nous ne sommes pas de la famille à table, nous ne sommes pas de la famille à la banque. Il y eut une longue pause, puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. D'accord, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et ce fut le moment où tout cela a cessé d'être une histoire de dessert pour devenir une histoire concernant leur précieux héritage. Quand j'ai bloqué le numéro de ma mère, je pensais honnêtement avoir un jour ou deux de paix avant la prochaine vague de drame. Mais j'avais oublié une chose importante à propos de mes parents, ils adorent avoir un public. Quelques heures après avoir parlé à Chris, je faisais défiler Facebook pendant que Noah jouait aux jeux vidéo dans le salon. Et là, tout en haut de mon fil, une nouvelle publication de ma mère. Une photo du salon de mes parents, le sapin de Noël scintillant, la table pleine de nourriture, ma sœur debout avec ses enfants dans leurs pyjamas assortis, tout le monde souriant comme une publicité pour des vacances de banlieue parfaites. La légende disait « Je me sens si bénie par ma famille cette année. Rien n'est plus important. » Mon estomac s'est noué. J'ai zoomé sur la photo par habitude. Je cherchais Noah, même si je savais déjà que nous n'y étions pas. L'angle rendait évident que la photo avait été prise après notre départ, comme s'ils nous avaient littéralement exclus du cadre de leur récit. J'ai fixé les mots, si béni par ma famille, et j'ai entendu sa voix de la veille, seule la famille a le droit de manger. Mes notifications ont sonné à nouveau. Cette fois, un SMS de ma sœur, pourquoi tu t'es sauvé hier soir? Maman a dit que Noah était difficile. Je suis restée là 1 seconde, choisissant mes mots avec soin. Tu as vu ce qui s'est passé avec le dessert? Ai-je répondu. Elle a regardé mon fils et lui a dit que seule la famille mangeait, puis elle a donné une 2e part à tes enfants. Il y eut une pause. Les points de saisie sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, elle a répondu, tu es mélodramatique. C'était une blague. Tu sais comment est maman. Tu ne peux pas faire exploser toute la famille pour un commentaire gênant. C'était ça, le problème. Pour Émilie, c'était toujours un commentaire, une blague, un moment. Jamais un schéma répétitif. J'ai regardé le message et j'ai réalisé que nous n'avions pas la même conversation. Elle avait grandi comme l'enfant préféré, celle dont il se vantait lors des dîners, celle qui pouvait faire n'importe quelle bêtise et être toujours sauvée. J'avais grandi comme l'exemple de ce qu'il ne fallait pas être. Je n'ai pas pris la peine de discuter. J'ai juste répondu, si c'était une blague, c'était aux dépens de mon fils, et j'en ai fini de les laisser rire. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai sorti un vieux carnet du tiroir de la cuisine. Celui que j'utilisais pour les listes de courses et les résolutions à moitié terminées. Sur la première page propre, j'ai écrit la date. Puis j'ai commencé à lister chaque fois que je me souvenais que mes parents avaient choisi un favori ou utilisé l'argent pour tirer les ficelles. La fois où ils ont séché l'anniversaire de Noah pour emmener ma sœur et ses enfants en voyage à la maison du lac. La fois où ils m'ont dit que je devrais être reconnaissante qu'ils gardent Noah un week-end, pour ensuite me le ressortir quand je refusais de co-signer un prêt. La fois où mon père a suggéré à nouveau qu'il serait plus simple que la maison soit à son nom pour les impôts, pour la famille, pour notre avenir. Voir tout cela écrit noir sur blanc m'a aidé à me sentir moins folle. Ce n'était pas qu'un dessert. C'était toute une vie passée à s'entendre dire que j'étais trop indépendante, trop émotive, trop tout. Et maintenant, mon fils de 10 ans recevait le même scénario. Quand Chris m'a envoyé un SMS plus tard dans l'après-midi, il a suggéré que nous nous rencontrions en personne, dans un endroit neutre. Nous avons choisi un petit café à quelques pâtés de maison de chez moi. Il était déjà là quand je suis arrivée, un café à moitié fini devant lui, les doigts tambourinant sur la table. « Tu as une mine affreuse », a-t-il dit doucement quand je me suis assise. J'ai ri parce que, venant de lui, c'était presque de l'inquiétude. « Bienvenue du côté obscur », ai-je dit. Je lui ai parlé de la publication Facebook,
de la légende, de la façon dont Noah et moi avions été effacés de la photo comme si nous n'avions jamais existé. Il a secoué la tête lentement. J'ai vu maman le poster, a-t-il avoué. Je n'avais pas réalisé que tu n'étais pas sur la photo jusqu'à ce que tu le dises. C'est là que ça devient profond, ai-je dit. Ils peuvent nous supprimer et continuer à se dire qu'ils sont des gens bien. Chris s'est adossé et s'est frotté le visage. Il m'a raconté ce qu'il avait découvert en parlant à l'avocat de nos parents, qu'il y avait une fiducie familiale, un trust, et tout un réseau de sociétés, LLC, entourant la Maison du Lac dans le Michigan et d'autres actifs, et que mon nom figurait toujours sur l'un des actes de propriété en tant que copropriétaire depuis des années, quand j'avais aidé à payer des réparations. Soudain, cette phrase, tout bloqué, prenait beaucoup plus de sens. Papa a appelé l'avocat après Noël, a dit Chris. Il voulait déplacer des choses, s'assurer que certaines personnes étaient protégées. Ces mots. Pas les miens. L'avocat lui a dit qu'il ne pouvait pas simplement déplacer des actifs sans en informer tous les propriétaires. Donc, il pourrait l'avoir à geler ou bloquer temporairement les papiers jusqu'à ce qu'ils aient de tes nouvelles. D'où les 33 appels manqués, ai-je conclu. Ils n'avaient pas peur de me perdre. Ils avaient peur de perdre l'accès à ma signature. Chris a hoché la tête, l'air un peu mal à l'aise. Ils ont toujours pensé que tu ne partirais jamais vraiment, a-t-il dit. Tu as toujours été celle qui paie ses factures, qui élève son enfant seule. Ils n'ont jamais pensé que tu toucherais à la fiducie. Ils pensaient qu'ils nous tenaient, Émilie et moi, et que tu resterais toujours à la périphérie. J'ai remué mon café et j'ai dit. Je ne demande pas à leur voler quoi que ce soit. Je veux juste que mon nom ne serve plus de filet de sécurité alors qu'ils ne sont même pas capables de montrer un respect élémentaire à mon enfant. Je veux que la part qui me revient légalement soit séparée de leur jeu. Pour qu'elle revienne un jour à Noah sans condition. Chris a fixé la table pendant un long moment. Finalement, il a levé les yeux et a dit « Je peux parler à un autre avocat, pas au leur. Quelqu'un qui travaille pour nous. On pourra découvrir exactement quelles sont tes options. Mais tu dois comprendre que si on fait ça, on ne pourra plus prétendre que tout est normal. » J'ai repensé à Noah devant cette table de dessert, à sa petite voix demandant si nous n'étions pas de la famille. Puis j'ai pensé au message vocal de ma mère, pleine de panique pour sa retraite et sans un mot pour mon fils. Tant mieux, ai-je dit. La normalité me tuait à petit feu. 2 jours après cette rencontre avec Chris, j'ai reçu le genre de mail qui vous noue l'estomac avant même d'avoir fini la première phrase. L'objet disait « Inquiétude concernant la fiducie familiale » avec le nom de l'avocat de mes parents en dessous. Le ton était exactement celui auquel je m'attendais, formel et condescendant à la fois. Ça commençait par « Chère Laura, vos parents m'ont informé que vous pourriez envisager des changements concernant votre participation dans la fiducie familiale et les intérêts immobiliers associés », et ça glissait directement vers un paragraphe sur les pénalités fiscales potentielles. Les complications pour la planification à long terme, et comment des mouvements soudains pourraient compromettre la retraite de vos parents. Il y avait des phrases comme « Il serait dans le meilleur intérêt de la famille que vous vous absteniez de prendre des décisions hâtives » et « Vos parents ont toujours eu à cœur votre sécurité financière ». À le lire, on aurait cru que j'étais une adolescente ingrate, et non la personne qui paie ses factures et élève seule un enfant depuis 10 ans. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à l'avocat indépendant que Chris avait trouvé, avec un simple message « Est-ce que tout cela est vraiment une question d'impôt, ou est-ce juste de la pression ?» En attendant une réponse, je suis restée dans ma cuisine et j'ai laissé le schéma se rejouer dans ma tête. Mes parents n'avaient appris le mot « limite » qu'en thérapie après l'infidélité de mon père il y a des années. Et même là, ils l'avaient utilisé comme une arme, pas comme une pratique. Ils adoraient l'idée d'héritage, d'une histoire où ils auraient tout sacrifié pour leurs enfants. Mais en réalité, la plupart de leurs sacrifices étaient des chaînes déguisées en cadeaux. Quand le nouvel avocat m'a rappelé, il a été direct. Une partie de ce que l'email dit est techniquement vrai, a-t-il expliqué, mais très incomplet. Oui, restructurer une fiducie et déplacer des biens peut avoir des conséquences fiscales, mais n'importe quel planificateur décent m'en aurait parlé directement pour discuter des options. Au lieu d'essayer de vous effrayer pour vous faire taire via le porte-parole de vos parents. Il a confirmé ce que Chris m'avait déjà dit. Mon nom sur l'acte de propriété de la Maison du Lac signifiait que rien d'important ne pouvait arriver à ce chalet sans mon consentement, et que le cabinet était obligé de m'inclure. Quand il a dit « Franchement, s'ils sont aussi désespérés de vous empêcher de poser des questions, c'est que vous devriez absolument poser des questions », quelque chose en moi s'est apaisé. Je n'étais pas folle, j'étais juste gênante pour des gens habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Avec son aide, j'ai rédigé mon propre email. Cette fois, pas en tant que fille effrayée, mais en tant que copropriétaire et bénéficiaire.
J'ai écrit: je suis pleinement consciente de mes intérêts légaux dans la propriété du Michigan et de toute entité liée. Je ne consens à aucune vente, location, refinancement ou restructuration de ces actifs, sans mon approbation écrite explicite. Je demande également un compte-rendu complet de toutes les transactions liées à la propriété et à la fiducie pour les 5 dernières années, à m'envoyer directement. À partir de ce moment, toute communication concernant mes intérêts devra passer par moi ou mon conseil, et non par mes parents. C'était étrange de voir ces mots sur l'écran, comme si j'usurpais l'identité de quelqu'un de puissant. Mais la vérité était que j'avais toujours eu ce pouvoir, on m'avait juste appris à ne pas m'en servir. J'ai cliqué sur envoyer et je me suis remise à remplir le lave-vaisselle comme n'importe quel autre mardi. Il a fallu moins d'1 heure pour que ma mère trouve un autre moyen de me joindre. Bloquer son numéro principal l'avait ralenti, mais pas arrêté. Cette fois, c'était un message vocal sur le téléphone fixe de la maison, celui qu'il gardait encore au mur comme en 1995. Sa voix est arrivée, perçante et humide, comme si elle avait pleuré ou voulait que je le croie. « Laura, qu'est-ce que tu fais ? A-t-elle lâché ? Ton père est hors de lui. L'avocat dit que tu rends tout compliqué. As-tu la moindre idée de ce que tu risques ? » Puis son ton a changé, et le masque a glissé un peu. « Ce chalet, c'est notre retraite, a-t-elle dit. Nous avons passé nos vies entières à faire en sorte que vous ayez quelque chose sur quoi compter, vous les enfants. Et c'est comme ça que tu nous remercies, en bloquant tout parce que ton fils a dû s'entendre dire non une fois. » J'ai serré les dents. Elle n'a pas dit son nom une seule fois. Elle n'a pas dit « Je suis désolée d'avoir humilié ton enfant ». Elle a dit « Ton fils a dû s'entendre dire non une fois », comme si elle l'avait envoyé au lit sans histoire, et non pas comme si elle lui avait dit qu'il n'était pas de la famille devant une pièce pleine de monde. Et puis elle a dit la partie qui m'a vraiment brûlée, il a besoin d'apprendre le respect, Laura. Tu es trop douce avec lui. C'est pour ça qu'on doit être dur parfois, pour qu'il ne finisse pas comme toi. J'ai réécouté cette phrase 2 fois juste pour être sûre d'avoir bien entendu. Dans son esprit, s'assurer qu'il ne finisse pas, comme moi, signifiait s'assurer qu'il apprenne sa place dans leur hiérarchie dès le début. J'ai envoyé la transcription du message à Chris sans commentaire. 1 minute plus tard, il a appelé et je pouvais entendre la colère dans sa voix. Elle a vraiment dit ça ? A-t-il demandé. Elle a vraiment transformé ça en une leçon sur le respect ? Je lui ai dit oui et j'ai ajouté. Elle n'a commencé à paniquer que lorsqu'elle a pensé qu'elle pourrait perdre le chalet, pas lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait blessé son petit-fils. Il y eut un long soupir à l'autre bout du fil. J'en ai fini d'aller là-bas pour un moment, a-t-il fini par dire. Je ne peux plus faire semblant que c'est normal. Ils m'ont appelé 2 fois ce matin pour se plaindre de toi et pas une seule fois pour demander comment va Noah. Tant mieux, ai-je répondu. Qu'ils restent un peu seuls face à eux-mêmes. Quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, avec un SMS d'Émilie. Alors maintenant tu impliques des avocats, a-t-elle écrit. Pour une histoire de dessert ? Tu punis maman et papa parce qu'ils essaient de construire quelque chose pour nous. Admets simplement que tu es jalouse qu'il m'ait fait confiance pour gérer les choses. J'ai fixé ces mots et j'ai réalisé qu'elle croyait vraiment que, dans son monde, être l'élu signifiait responsabilité et faveur, pas des chaînes. Dans le mien, cela signifiait que mon fils s'entendait dire qu'il ne comptait pas. J'ai répondu, je ne suis pas jalouse d'être la préférée, et aime. Je suis fatiguée d'être la roue de secours. Ils ne m'ont appelé que lorsque leur argent a été touché, pas quand ils ont brisé le cœur de mon fils. Ce n'est pas moi qui transforme la famille en transaction. Je refuse juste d'être le dommage collatéral. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre parce que, pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas leur approbation, leur version de l'histoire, ou leur permission pour me protéger. Environ 1 semaine après ce message vocal sur le chalet et la retraite, juste au moment où je pensais que mes parents allaient enfin être à court de moyens pour me joindre, ils ont fait exactement ce que j'aurais dû prévoir. Ils ont porté l'affaire sur les réseaux sociaux. Je regardais Noah faire ses devoirs quand une notification Facebook est apparue. Une invitation à un événement de ma mère. Le titre m'a frappé en premier. Dîner de réconciliation familiale pour les fêtes, avec de petits émojis de flocons de neige parsemés tout autour. La description disait quelque chose comme « Après une année difficile, nous croyons au pardon et aux secondes chances. Il n'y a rien de plus important que de voir la famille se réunir. » Elle avait posté une photo avec la maison de nos parents illuminée comme une carte de Noël, le sapin brillant à la fenêtre, une couronne sur la porte. La liste d'invités était assez publique pour que je puisse la voir. Les voisins, les amis de l'église, ma sœur, ses enfants, quelques couples d'amis de mes parents, et bien sûr, mon frère Chris. Il manquait un nom, le mien. J'ai fait défiler et j'ai vu les commentaires affluer. Les gens écrivaient des choses comme «
c'est si beau. Vous êtes une telle source d'inspiration, et j'adore la façon dont votre famille reste toujours soudée. Je pouvais presque entendre ma mère se délecter de chaque émoji de cœur. Une seconde plus tard, mon téléphone a vibré, cette fois avec une capture d'écran de l'événement envoyé par Chris. En dessous, il avait tapé « Tu vois ça ?» J'ai répondu « Apparemment, j'ai été invité à me réconcilier, mais pas identifié. » Il a écrit en retour « Ils m'ont appelé 2 fois ce matin à ce sujet. Ils se font passer pour les victimes. Tu veux y aller ?» J'ai fixé cette question pendant un long moment. Une partie de moi voulait ignorer tout ça. Les laisser jouer leur petit acte de rédemption sans moi. Mais une autre partie de moi, celle qui les avait vus réécrire l'histoire en temps réel pendant des décennies, savait exactement ce qui se passerait si je restais à la maison. Ils se tiendraient devant ce groupe et parleraient de leur « fille difficile » qui leur a tourné le dos. Ils pleureraient sur tous les efforts qu'ils ont faits, et personne n'entendrait jamais la partie où ils ont dit à un enfant de 10 ans qu'il n'était pas de la famille. Si nous n'y allons pas, ils contrôlent le récit, ai-je fini par taper. Si nous y allons, au moins nous pourrons dire la vérité. Chris a renvoyé un seul mot, d'accord. Le soir du dîner, j'ai laissé Noah avec une baby-sitter de confiance. Il n'était pas question que je le ramène dans cette maison. Pendant que je conduisais, le quartier ressemblait à un catalogue. Des lumières sur les maisons, des bonhommes de neige gonflables, des voitures alignées devant ma maison d'enfance. Depuis l'allée, j'entendais les rires et la musique de Noël s'échapper dans l'air froid. À l'intérieur, le salon était plein. Des voisins avec des verres de vin, des amis de l'église avec des assiettes de nourriture, ma sœur près du sapin dans une robe neuve pendant que ses enfants tournaient autour de la table basse. Ma mère m'a repéré, et pendant une fraction de seconde, une véritable surprise a traversé son visage. Puis elle a affiché un sourire radieux et s'est avancée vers moi les bras ouverts, comme si tout était normal. « Tu es venu. » a-t-elle dit fort, juste assez pour que quelques personnes entendent. « Je savais que tu ne resterais pas fâché éternellement. » Je ne lui ai pas rendu son étreinte. Chris est apparu à mes côtés comme un tampon, et je voyais à la crispation de sa mâchoire qu'il se retenait. Mon père a teinté sa fourchette contre son verre quelques minutes plus tard pour demander l'attention. « Merci à tous d'être venus, » a-t-il dit. Nous savons que cette année a été éprouvante et nous sommes si reconnaissants d'avoir notre famille et nos amis sous le même toit. Ma mère s'est tamponné les yeux avec une serviette, jouant déjà son rôle. La famille est tout pour nous, a-t-elle ajouté. Et parfois il y a des malentendus, mais au bout du compte, le sang reste le sang. J'ai senti mes épaules se tendre. Le voilà encore, le mot magique derrière lequel ils aiment se cacher. Le sang. Chris m'a lancé un regard rapide. Celui qui dit, c'est maintenant ou jamais. Il a fait un pas en avant et a élevé la voix juste assez pour couper les applaudissements polis. C'est drôle, a-t-il dit, parce que la semaine dernière, vous avez regardé votre petit-fils de 10 ans dans les yeux et vous lui avez dit « Seule la famille a le droit de manger ». La pièce est devenue silencieuse si vite que c'en était presque comique. Toutes les têtes se sont tournées vers nous. Ma mère s'est figée, sa main encore à moitié sur son visage. Le sourire de mon père a fléchi. Chris n'a pas reculé. Il a parlé calmement, comme s'il expliquait une situation professionnelle, et non comme s'il faisait exploser une bombe dans le salon de nos parents. Maman a pris la dernière part de dessert à Noël et a dit au fils de Laura qu'il n'était pas de la famille, a-t-il dit. Puis vous avez laissé les enfants de ma sœur en reprendre alors qu'il restait là à faire semblant que ça ne lui faisait pas mal. Et quand Laura est partie avec son fils. Vous l'avez appelé 33 fois le lendemain, non pas pour vous excuser, mais parce que l'avocat vous a dit que vous pourriez perdre l'accès au chalet et à la fiducie si elle ne signait pas ce que vous vouliez. Près du canapé, quelqu'un a bougé, un couple de voisins qui nous connaissaient depuis l'enfance. Les sourcils de la femme se sont haussés. Ma mère a retrouvé sa voix la première. « Chris » a-t-elle dit d'un ton sec. « Ce n'est pas approprié. Nous pouvons discuter des affaires de famille en privé. Ce n'est pas l'endroit. » Il a ri, sans aucune trace d'humour. « C'est le secret qui nous a menés là » a-t-il répliqué. « Vous vous permettez d'humilier les gens en privé et ensuite vous exposez cette maison comme si nous étions une sorte de carte postale de Noël parfaite. » L'une de nos voisines, Madame Reynolds de l'autre côté de la rue, a pris la parole avant que mes parents ne le puissent. « J'étais là ce soir-là » a-t-elle dit doucement. « J'ai entendu ce que vous avez dit à Noah. » Quelques têtes de plus se sont tournées vers elle. « Ce n'est pas un malentendu » a-t-elle ajouté. « C'est cruel. » Le visage de ma mère est devenu rouge. Elle s'est accrochée à la première excuse venue. « Je plaisantais. » a-t-elle insisté. « Vous connaissez tous mon sens de l'humour. Les enfants sont trop sensibles de nos jours. Je n'aurais jamais vraiment pensé ça. » Elle s'est tournée vers moi,
la voix tremblante. Dis-leur, Laura. Dis-leur que tu sais que je ne le pensais pas. Tous les regards se sont posés sur moi. Pendant une seconde, j'ai senti la moi de 16 ans vouloir s'effacer, arrondir les angles, rire et dire « C'est rien, maman. On sait que tu ne le pensais pas. » Mais j'ai revu Noah devant cette table des desserts. Et les mots sont sortis différemment cette fois. Non, ai-je dit. D'une voix claire et calme. Tu le pensais. Tu le penses depuis toujours. Tu le pensais quand tu as séché son anniversaire pour aller au chalet avec Émilie. Tu le pensais quand tu as dit aux gens qu'ils n'étaient pas vraiment comme les autres petits-enfants parce qu'ils ne passent pas tous ces étés chez vous. Tout ce que tu as fait à Noël. C'est enfin le dire tout haut. Mon père a claqué son verre sur le comptoir un peu trop fort. Nous avons construit tout ça pour vous, enfants ingrats. A-t-il lâché? Cette maison, ce chalet, la fiducie, la retraite, tout ce que nous avons est pour vous. Et voilà comment vous nous remerciez, en traînant notre nom dans la boue devant nos amis. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Vous n'avez pas construit ça pour nous. Vous l'avez construit pour le contrôle. Vous ne m'avez appelé que lorsque l'avocat vous a dit que mon nom bloquait tout. Vous n'avez pas appelé une seule fois pour demander comment allait Noah après l'avoir humilié. Ce n'est pas de l'amour. C'est un moyen de pression. La pièce était si silencieuse que j'entendais le chauffage se mettre en marche. Derrière nous, quelqu'un a posé son verre de vin avec précaution, comme s'il craignait que le moindre bruit n'aggrave les choses. Ma mère a regardé les visages qu'elle avait choisis pour cette mise en scène et a réalisé, peut-être pour la première fois, qu'elle ne les convainquait pas. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais ses pleurs étaient secs, presque colériques. « Tu détruis notre famille », a-t-elle dit, la voix brisée. « Tu ruines notre héritage, tout ce pour quoi nous avons travaillé, tout ça parce que ton enfant a dû s'entendre dire non pour une fois. » Je me sentais étrangement calme. « Vous l'avez détruit vous-même », ai-je dit, au moment où vous avez décidé qu'un enfant de 10 ans était négligeable pour protéger votre fierté et vos biens. Nous sommes juste en train de le dire, enfin là où d'autres personnes peuvent l'entendre. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis Chris a posé sa main sur mon épaule. « On en a fini ici », a-t-il dit doucement. Nous nous sommes tournés et avons marché vers la porte pendant que nos parents restaient pétrifiés au centre de leur salon parfaitement décoré, sous les yeux d'une pièce pleine de témoins. Plus avec admiration, cette fois, mais avec quelque chose qui ressemblait au doute. En rentrant chez moi ce soir-là, la discussion de groupe du quartier bourdonnait déjà. Les captures d'écran de la publication de réconciliation de ma mère côtoyaient des messages comme « Je ne savais pas qu'ils traitaient leur petit-fils comme ça » et « C'était dur à voir ». Mes parents avaient enfin obtenu le public qu'ils voulaient. Ils n'avaient juste pas obtenu le scénario qu'ils attendaient. Quelques jours après ce désastreux dîner de réconciliation, la maison est enfin redevenue calme. Du moins en apparence, plus d'appels, plus de messages, juste cette étrange pause pesante, comme le moment juste après une tempête. J'ai utilisé ce silence pour terminer ce que j'avais commencé avec l'avocat. Il m'a envoyé un résumé détaillé de la fiducie et des LLC entourant le chalet du Michigan. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon nom sur papier comme mes parents le voyaient, non pas comme une personne, mais comme une clé. Les papiers étaient très clairs. Rien d'important ne pouvait être fait avec cette propriété sans le consentement de chaque propriétaire, moi incluse. Sous sa direction, j'ai signé les documents séparant formellement mes intérêts de tout ce que mes parents pouvaient contrôler au quotidien. Ma part du chalet et tout revenu lié m'étaient désormais exclusivement destinés, et plus tard, à Noah. Tout refinancement, vente ou nouvel emprunt qu'il voudrait exigerait mon approbation écrite explicite. L'avocat était calme et factuel. « Vous ne prenez rien qui ne soit déjà à vous », a-t-il dit. « Vous vous assurez simplement que personne ne peut utiliser votre nom d'une façon que vous n'approuvez pas. » Chris est allé encore plus loin. En tant que bénéficiaire de partie de la fiducie que mes parents avaient toujours considérée comme leur réserve de liquidité, il a choisi de retarder ou de limiter les futures distributions qui leur iraient directement. Rien d'illégal, rien de vindicatif sur le papier, juste des choix lucides qui leur rendaient impossible de continuer à vivre comme s'il y aurait toujours un nouveau chèque pour chaque nouveau jouet ou chaque fête. Quand la poussière est retombée, les chiffres racontaient une histoire que mes parents n'auraient jamais imaginée. Le chalet n'était plus un distributeur automatique facile, et la fiducie n'était plus un levier qu'ils pouvaient actionner pour nous faire rentrer dans le rang. La nouvelle de ce que nous avions fait a dû leur parvenir rapidement, car leur geste suivant ne fut ni un email ni une publication. Ce fut un coup à ma porte, un samedi après-midi gris et tardif. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus sur le perron. Mon père tenait une boîte de biscuits de Noël comme un accessoire de théâtre. Ma mère serrait un mouchoir plié, les yeux déjà rouges. Pendant une seconde, mon estomac s'est noué comme avant chaque dispute.
Mais je me suis souvenu de la fête de Noël, de la table des desserts, de l'expression de Noah, et le sentiment a disparu. J'ai entrouvert la porte juste assez pour rester dans l'entrebâillement. Ma mère s'est lancée la première. Nous devons parler, a-t-elle dit, la voix douce et tremblante. Nous ne pouvons pas laisser des avocats s'immiscer entre nous. C'est aller trop loin. Papa a hoché la tête comme un homme qui avait répété ses répliques. La famille ne traîne pas la famille devant les tribunaux, a-t-il ajouté. La famille règle les choses en privé, face à face. J'ai presque ri. Je n'ai traîné personne devant les tribunaux, ai-je dit. J'ai juste arrêté de vous laisser prendre des décisions en mon nom derrière mon dos. Vous avez appelé l'avocat avant même d'appeler pour demander comment allait votre petit-fils. C'est ça qui s'est immiscé entre nous. Ma mère s'est approchée comme pour me prendre la main. On était bouleversés, a-t-elle dit. On avait peur. Ton père a travaillé toute sa vie pour cette maison et ce chalet. On essayait juste de sécuriser notre retraite et quelque chose pour vous, les enfants. Tu veux dire quelque chose pour les enfants qui filent doux? Ai-je répondu. Ceux qui ne disent pas non? La mâchoire de mon père s'est crispée. Tu es en train de jeter ton héritage par les fenêtres pour un malentendu, a-t-il dit, pour une mauvaise blague et une part de pudding. C'est puéril, Laura. J'ai senti quelque chose en moi devenir très froid et calme. Ce n'est pas une histoire de part de dessert, ai-je dit doucement. C'est une histoire de toutes les fois où vous avez choisi le contrôle plutôt que la gentillesse. Pour appeler ça ensuite de l'amour. Toutes les fois où vous avez fait miroiter l'argent au-dessus de nos têtes en appelant ça du sacrifice. Noël était simplement la première fois que vous avez dit tout haut ce que vous pensiez tout bas devant mon enfant. Les yeux de maman ont brillé, les larmes passant de la tristesse à la colère. Tu le regretteras quand nous ne serons plus là, a-t-elle dit. Un jour tu souhaiteras n'avoir pas empoisonné ton frère contre nous ou ne pas nous avoir volé notre avenir. J'ai secoué la tête. Chris est un homme adulte qui a enfin ouvert les yeux. Ai-je dit. Je n'ai pas volé votre avenir. J'ai juste arrêté de vous laisser le financer avec la dignité de mon fils. Vous parlez sans cesse de votre héritage, comme si c'était quelque chose sur papier. Le seul héritage qui m'importe est celui que Noah porte en lui. Et je refuse de le laisser apprendre que l'amour signifie accepter tout ce qu'on vous fait sous prétexte qu'on partage le même ADN. Mon père a levé la boîte de biscuits comme une sorte d'offrande de paix. Est-ce qu'on peut au moins entrer et lui parler? A-t-il demandé. C'est notre petit-fils. Ma main s'est serrée sur le bord de la porte. C'est mon fils, ai-je répondu. Et tant que vous ne pourrez pas le regarder dans les yeux et vous excuser sans chercher d'excuses, vous n'aurez accès ni à lui, ni à ma vie, ni à ma signature. Pour l'instant. Vous n'êtes pas des personnes sûres pour lui. Et cela m'importe plus que n'importe quelle maison, n'importe quel chalet ou n'importe quelle fiducie. Le visage de ma mère s'est décomposé au mot « sûr », comme si je l'avais accusée de quelque chose d'impardonnable. Mais elle n'a toujours pas dit la seule chose qui aurait compté, je suis désolée pour ce que j'ai dit à Noah. Elle est simplement revenue une fois de plus sur tout ce qu'ils avaient donné, combien ils avaient travaillé, combien il était injuste que nous les coupions de nos vies. J'ai senti la conversation heurter le même mur que d'habitude. L'endroit où ils préféreraient se sentir victimes plutôt que d'être responsables. J'ai pris une inspiration. J'en ai fini avec ça, ai-je dit. Vous n'avez pas le droit de blesser mon enfant et de vous cacher ensuite derrière le mot « héritage ». Vous n'êtes pas mon héritage. Vous êtes ma leçon. Et j'ai fini de la répéter. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai reculé d'un pas et j'ai fermé la porte. Je suis restée là, la main sur la poignée, écoutant le son étouffé de ma mère qui pleurait et de mon père qui marmonnait des choses sur les enfants ingrats de l'autre côté. Finalement, leurs pas se sont éloignés, la portière a claqué et le moteur a démarré. À l'intérieur de chez moi, c'était le calme. Pas de téléphone qui sonne, pas de coup à la porte, juste le son de Noah dans sa chambre qui fredonnait en construisant quelque chose avec des briques en plastique. Totalement inconscient du fait qu'en dehors de son monde, les gens qui lui avaient refusé son dessert apprenaient enfin ce que l'on ressent quand on n'a plus rien à contrôler. Dans les semaines qui ont suivi le jour où j'ai fermé la porte à mes parents, rien de dramatique n'est arrivé. Et c'était la partie la plus étrange. Plus de messages vocaux sur les avocats. Plus de dissertations Facebook sur le pardon. Plus de SMS de groupe essayant de me faire culpabiliser. C'était juste calme. Pour la première fois de ma vie, mon téléphone pouvait rester sur le comptoir toute la journée sans se transformer en grenade. Au début, le silence me semblait anormal, comme si je devais faire quelque chose, les contacter, arranger les choses, jouer le rôle que j'avais toujours joué, celui où j'avalais ma fierté pour que tout le monde soit à l'aise. Mais chaque fois que ce vieux réflexe se manifestait, je revoyais Noah devant cette table des desserts, et cela me remettait instantanément les idées en place.
Quelques jours après la scène de la porte, Chris est venu avec des pizzas et quelques-uns de ses films de Noël bon marché en streaming. Il est entré comme s'il avait retenu son souffle pendant des années et qu'il avait enfin le droit d'expirer. Noah s'est illuminé en le voyant, l'a traîné dans le salon pour lui montrer sa dernière création en Lego, qu'il avait décidé d'appeler le chalet du Michigan. Sauf que dans sa version, il y avait un énorme panneau sur le toit qui disait « Interdit aux gens méchants ». Chris a ri si fort qu'il a dû s'essuyer les yeux. Et j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais vu mon frère rire, sans regarder par-dessus son épaule pour voir qu'il observait. Nous avons mangé sur le canapé, de la sauce sur des assiettes en carton, des canettes de soda transpirant sur la table basse, sans verre en cristal, sans serviette pliée, sans personne pour noter notre performance familiale. À un moment du film, un personnage a fait un grand discours sur le fait que la famille est tout ce qui compte. Et Noah s'est tourné vers moi et a demandé « Est-ce que ça veut dire qu'on doit rester même quand ils sont méchants ?» J'ai coupé le son de la télé et je lui ai dit la vérité, celle que personne ne m'avait jamais dite à son âge. Non, ai-je dit. La famille est censée être les gens qui te font te sentir en sécurité et aimé, pas les gens qui te disent quelle est ta place. Parfois, ce sont les mêmes personnes avec qui tu partages ton ADN, et parfois non. La vraie famille, c'est celle qui est là quand ça compte, qui écoute. Qui s'excuse quand elle a tort. Le sang seul ne leur donne pas un laissez-passer permanent pour te faire du mal. Il a réfléchi à ça une seconde, puis a hoché la tête comme si je venais de lui remettre un nouveau livre de règles qui avait enfin du sens. Plus tard cette nuit-là, après le départ de Chris et alors que Noah dormait. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé et j'ai repensé à tout ce dont mes parents parlaient quand ils utilisaient le mot « héritage ». Ils parlaient de maisons, de chalets, de comptes bancaires et d'une histoire où ils étaient les héros s'étant sacrifiés pour leurs enfants ingrats. Ce qui est drôle, c'est qu'à la minute où leur argent a cessé de bouger comme ils le voulaient, leur version de l'amour a disparu avec lui. Ils avaient passé des années à me dire que partir ferait de moi quelqu'un d'égoïste et de froid. Au lieu de cela, ce que j'ai trouvé de l'autre côté de cette porte, c'était de la chaleur, mais pas celle qui vient d'une grande maison bondée et d'un sapin parfait. C'était la chaleur de pouvoir regarder mon enfant et savoir que je l'avais enfin choisi, lui et moi-même, plutôt que leur approbation. J'ai entendu par le voisinage que l'agenda social de mes parents s'était beaucoup allégé après ce dîner. Quelques-uns de leurs amis les plus proches continuaient à venir, ceux qui croyaient à leur version des faits, mais beaucoup de gens ont discrètement arrêté de se manifester. Le chalet est resté pratiquement vide cet hiver-là, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas y aller, mais parce que ce n'était plus une scène où ils pouvaient exhiber les petits-enfants qu'ils estimaient dignes d'intérêt. Ils avaient toujours leur maison, leurs affaires, leurs photos soigneusement disposées sur le mur, mais le public sur lequel ils avaient construit leur identité était plus restreint. Et pour la première fois de leur vie, ils devaient s'asseoir dans le silence et regarder ce qu'ils avaient réellement élevé. Je ne sais pas s'ils le feront jamais. Peut-être qu'un jour ils apprendront à dire « je suis désolé » sans ajouter un « mais » juste après. Peut-être pas. Cette partie-là n'est plus ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est le petit garçon qui dort au bout du couloir et la leçon qu'il tire de tout ça. Je veux qu'il grandisse en sachant que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Qu'on a le droit de s'éloigner des gens qui nous font du mal, même si le monde nous répète que la famille est tout et que protéger sa paix n'est pas égoïste. C'est de la survie. Je n'ai pas réduit ma famille en cendres. J'ai simplement arrêté de rester dans le feu en l'appelant ma maison. Et si tout cela vous semble familier, si l'on vous a déjà dit de maintenir la paix alors que quelqu'un sapait votre dignité, même au nom de la famille, j'espère que vous entendrez ceci clairement. Vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas seul. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec quelqu'un de toxique, même si cette personne partageait votre nom de famille? Et comment avez-vous su qu'il était enfin temps de partir?